Ce n'est pas sans un brin d'émotion que je prends la parole ce matin pour vous présenter, en tant qu'auteur, cette proposition de loi pour la préservation et la reconquête de la haie. Je souhaiterais d'abord saluer l'ensemble des personnes qui ont travaillé de concert pour faire aboutir des mesures et des objectifs de compromis permettant de renforcer la portée de ce texte transpartisan. Au spectacle de la nature, ce ne sont pas les haies qui tiennent le haut de l'affiche. Discrètes, en fond de parcelles, en bordure de chemins et de routes, entre espaces cultivés et forêts, les haies suscitent peu d'intérêt, hormis pour quelques amoureux de l'aubépine et du fusain, comme le souligne Sonia Ferbach dans l'éloge de la haie. Pourtant, la haie structure nos paysages. Et dans le bocage foisonnant, où s'enchevêtrent mille espèces locales, les haies sont un royaume peuplé d'un monde grouillant, foisonnant, rampant ou ailé. La haie sépare l'espace, mais elle lie le vivant. De façon plus pratique, elle permet sur nos territoires une synergie d'action entre des agriculteurs, des élus locaux, des associations de chasseurs, des associations environnementales ou encore, il faut bien l'avouer, des entreprises agroalimentaires en recherche d'approvisionnement en bois durable. Elles combinent tellement d'atouts que leurs bénéfices nous rassemblent ici, au Sénat, sur tous les bancs. Ils ne sont pas très présents ici, en fin de compte. Cette proposition de loi les remet à l'honneur, car il y a urgence. Les haies disparaissent des paysages. Massivement détruites lors de la période du remembrement, on estime que depuis 1950, 70% des haies ont disparu des territoires ruraux, soit 1,4 million de kilomètres. Pourtant, les haies ont un rôle fondamental dans l'équilibre de nos territoires, grâce à leurs nombreuses aménités, vertueuses sur le plan agronomique, environnemental, mais aussi économique. Elles abritent une biodiversité animale et végétale importante, source de résilience, et contribuent à apporter une réponse aux aléas climatiques de plus en plus importants, plus violents et fréquents. Elles permettent une régulation des flux d'eau et luttent contre l'érosion des sols. Elles brisent le vent, abritent bétail, cultures et prédateurs des nuisibles, ce qui permet d'augmenter globalement les rendements des cultures dans la parcelle. Elles stockent le carbone dans les troncs et les racines, produisent une biomasse feuillue qui fertilise les sols. Elles contribuent à maintenir un patrimoine arboré et paysager que nous chérissons tous et sont un outil de diversification pour le revenu agricole. Revenons quelques décennies en arrière pour comprendre le cheminement de leur destruction. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France s'engage dans le remembrement des terres agricoles. Les buts sont louables, réorganiser et redistribuer les terres cultivables afin de rationaliser les déplacements, d'améliorer les rendements et permettre la mécanisation. Dans les régions de bocage comme la Bretagne, cela se traduit par un bouleversement complet du paysage. Le remembrement remodèle profondément les campagnes françaises en les mettant à l'équerre. Les talus et les haies étaient considérés par les ingénieurs du génie rural comme des obstacles à l'utilisation rationnelle du sol. Pour agrandir les parcelles, on a arraché des haies, des pommiers, arasé les talus, rectifié ou comblé les ruisseaux. Une opération décidée de façon verticale qui a entraîné l'effacement de l'agriculture vivrière, de l'autonomie des paysans et des petites fermes au nom de la productivité, de la foi, dans un progrès inarrêtable. En supprimant les haies, le remembrement a aussi bouleversé les écosystèmes. Les modifications des rivières, le drainage et l'arasement des talus ont accentué les déséquilibres hydriques, renforçant sécheresse et inondations. D'autres conséquences ont été plus indirectes, comme le développement de l'utilisation de la chimie et des énergies fossiles. Ce remembrement a bouleversé toute une société paysanne dont le mode de vie et de quotidien était complètement intégré à des paysages synonymes de ressources et d'enchantement. Dans Lettres aux paysans sur la pauvreté et la paix en 1938, Jean Giono explique combien le paysan est un être social particulier et comment son corps et sa terre ne font qu'un. Permettez-moi d'avoir d'ailleurs à ce moment une pensée particulière pour cette paysannerie, fière, résiliente, autosuffisante, au savoir hérité de nombreuses générations, dont le mode de vie a été détruit. Bien entendu, il ne s'agit aucunement d'idéaliser un passé. La vie était souvent rude, voire très rude. Mais nous nous devons d'établir ce constat. Si ce remembrement a apporté des routes indispensables, permis un confort bienvenu pour les travailleurs de la terre et regroupé le parcellaire, il a aussi vidé les campagnes et nous en payons toujours le prix aujourd'hui. Auparavant, l'agriculture produisait à l'échelle locale, essentiellement pour l'échelle locale. Quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Puis, elle s'est tournée vers des circuits plus longs, nationaux, internationaux. Les relations humaines ont aussi changé. Les parcelles autrefois nommées ont été remplacées par des numéros. Les blessures sociales et psychologiques qu'il a entraînées
ne sont pas toutes refermées, comme l'a souligné Inès Léraud dans l'histoire enfouie du remembrement. Je me reproche maintenant honnêtement mais profondément de ne pas avoir fixé une limite au remembrement, confiait Edgard Pisani en 2009. Les paysans qui ont contesté le remembrement étaient les fers de lance d'une lutte écologique. L'écologie politique est née là, comme la définissait le philosophe André Gorz. Le mouvement écologique, écrivait-il, est né bien avant que la détérioration du milieu de vie pose une question de survie à l'humanité. Il est né d'une protestation spontanée contre la destruction de la culture du quotidien par les appareils du pouvoir économique et administratif. La nature dont le mouvement écologique exige la protection n'est pas la nature des naturalistes, ni même celle des scientifiques. Elle doit être comprise comme le monde vécu, un monde où les individus voient, comprennent, maîtrisent l'aboutissement de leurs actes. L'agriculture était vraiment dans ce monde-là avant le remembrement. Persuadés de bien faire, en allant trop loin, certains ont commis des erreurs, à nous de ne pas les perpétuer. Aujourd'hui, les haies reviennent de loin. La montée en puissance des préoccupations environnementales dans l'action publique s'est accompagnée de la mise en évidence de leurs fonctions écosystémiques et des multiples atouts que nous avons cités. Dans cette logique, plusieurs vagues d'actions publiques régionales se sont succédées pour soutenir les replantations bocagères et revitaliser les territoires ruraux. Je pense bien sûr à ma région avec Breizh-Bocage. Cela s'est traduit plus largement par l'attribution de moyens, de programmes d'action, de recherche, de structuration de filières et d'une communauté professionnelle dédiée à la prise en compte de cet enjeu. Je pense notamment au travail formidable que produit la FAC Agroforesterie. Mais dans le contexte de l'érosion démographique de la main-d'œuvre agricole, nombre d'agriculteurs vivent toujours la haie comme une contrainte. La haie porte sa croix, elle semble prendre une place inappropriée qui pourrait être dédiée à la culture de céréales ou toute autre production agricole. Et malgré une prise de conscience évidente des pouvoirs publics et les programmes de plantation de ces 30 dernières années, on a estimé à plus de 23 000 km par an le linéaire de haies disparues entre 2017 et 2021. Un chiffre comme un coup de tonnerre. Cette proposition se veut complémentaire du pacte de la haie pour être à la hauteur des enjeux cités. Elle ne veut pas concurrencer le pacte, mais au contraire l'appuyer sur plusieurs points, car il est aujourd'hui indispensable de mettre fin à cette spirale de destruction. Et à l'heure où le financement du plan haie est mis à mal, ce texte propose une stratégie, un cadre incitatif et rémunérateur, utile pour les agriculteurs, en se concentrant sur le linéaire existant dont les bénéfices agronomiques sont bien plus importants. Il propose, dans son article 1er, l'inscription dans la loi d'objectifs chiffrés de développement et gestion durable des haies, s'appuyant sur un observatoire de la haie et sur un groupe de suivi, dans le cadre d'une dynamique choisie par les acteurs de terrain. Les chiffres que nous proposons sont crédibles et atteignables. Concernant les 100 000 km de haies en gestion durable en 2030, ceux-ci correspondent à une progression de 2 000 agriculteurs labellisés gestion durable par an, ce qui nous paraît tout à fait possible avec les politiques incitatives mises en place par le gouvernement et cohérent avec le crédit d'impôt voté à l'unanimité dans le PLF, qui, nous l'espérons vraiment, sera maintenu à l'issue de la CMP qui se déroule aujourd'hui même. On l'espère. Dans son article 2, il met en place un label haie afin de valoriser la gestion durable, permettant ce crédit d'impôt aux exploitations bénéficiant de cette certification. Nous avons travaillé avec le rapporteur à une clarification de la définition des certifications de la gestion durable, une rédaction de compromis acceptée par l'ensemble des parties prenantes. Enfin, pour redonner à la haie l'emprise nécessaire dans les parcelles, pour remplir ses fonctions et permettre d'apporter les moyens financiers et techniques de sa gestion, il est primordial qu'elle devienne un atelier économique à part entière dans les exploitations. Car oui, nous sommes convaincus que la haie peut contribuer aux revenus agricoles. Filière bois-énergie, filière litière animale, reconnaissance des services environnementaux dont celui du stockage de carbone. Les initiatives existent, elles ne demandent qu'à être soutenues par les politiques publiques pour se développer et se massifier sur les territoires. Ce sera le cas à travers le crédit d'impôt et à travers l'article 3 de cette PPL pour le développement de filières locales bois vertueuses pour l'économie locale. Vous l'aurez compris, cette PPL projette la haie en dehors de la seule sphère agricole pour l'inscrire dans de nouvelles dynamiques territoriales. Son adoption enverrait un signal formidable pour l'ensemble des acteurs de la haie. Mes chers collègues, la haie, c'est notre patrimoine, nos paysages, notre imaginaire. Dans les années qui viennent, je souhaite qu'elle contribue à construire la transition agroécologique.
Face aux immenses défis qui sont devant nous, la haie peut être cet élément qui réenchante nos territoires qui en ont bien besoin. Comme le décrit l'écrivain Robert Michael Pyle, c'est en prenant conscience de ce qui nous reste qu'on prend conscience de ce qui peut disparaître. Je vous remercie. Merci mon cher collègue.